Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour vous livrer les informations collectées et préparées par la rédaction de BCTV. La grande édition de ce soir porte sur ces principales informations. Le gouvernement de la RDC a pris acte du refus du M23 d'exécuter les recommandations du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda. À travers un communiqué signé par son président Christian Bossembe, le CESAC invite les médias à ne pas relayer le message tendant à la campagne électorale précoce. Bienvenue encore une fois à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. On commence avec cette information par rapport à la guerre de l'Est de la RDC. Dans un communiqué rendu public sur la situation sécuritaire du Nord Kivu, le gouvernement de la RDC a pris acte du refus du M23 d'exécuter les recommandations du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda. Reportage. La RDC est prête à toute éventualité et se défendra par tous les moyens, dont la ligne droite de la déclaration du chef de l'État le 20 septembre 2022 à la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce que stipule les communiqués du gouvernement en rapport avec la situation sécuritaire au Nord Kivu. En effet, après avoir saboté les résolutions de ces mini-sommets et tourné en dérision, les chefs d'État signataires du communiqué final sus évoqués par des manœuvres dilatoires répétées et des simulacres de retrait du territoire de Kibumba ainsi que du camp militaire de Rumangabo, dont il contrôle toujours les localités périphériques et les voies d'accès, le M23 et les forces de défense du Rwanda RDF ont massacré 227 civils congolais innocents dans les localités de Kishiché et Pambo dans la nuit du 29 au 30 novembre 2022. Ils ont poursuivi leur offensive militaire vers les plateaux de Massissi au lieu de se retirer vers la montagne de Sabinyo côté RDC, est-il encore dénoncé dans ces communiqués. Selon ces documents, les terroristes du M23 et les autorités rwandaises qui les soutiennent n'ont pas, une fois de plus, respecté leur engagement au mépris total de la communauté d'Afrique de l'Est, CAE en sigle, de l'Union africaine UA, du Conseil de sécurité de l'ONU et des partenaires bilatéraux. En revanche, révèle encore le dit communiqué, le gouvernement de la RDC a pris désormais acte du refus répété du M23 d'exécuter les prescrits du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda et en application des recommandations du Conseil de sécurité des Nations Unies et prend aussi acte du non-respect par le Rwanda des engagements pris dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda et du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 ainsi que de son refus de cesser de soutenir le groupe terroriste du M23 et d'agresser la RDC. En outre, dans son communiqué, le gouvernement congolais a interpellé l'ONU, l'Union africaine, la communauté d'Afrique de l'Est, la CIRGL et les partenaires bilatéraux, leur demandant de prendre leurs responsabilités, notamment en sanctionnant, selon leurs mécanismes et règles propres, les autorités rwandaises et les dirigeants du M23 qui ne cessent de les défier. Rappelons que selon la programmation établie par les chefs d'état-major généraux de l'EAC et les commandants de la force régionale de l'EAC, en présence du chef du mécanisme ad hoc de vérification à Dar es Salaam le 15 décembre dernier, les terroristes du M23 devraient quitter toutes les zones occupées en territoire congolais dimanche 15 janvier 2023. À la primature, la situation sécuritaire à travers le territoire national et particulièrement dans les zones à conflit et partout où sévit l'activisme de groupes armés et de terroristes du M23 soutenus par le Rwanda a été passé en revue mercredi 18 janvier 2023
au cours de la réunion hebdomadaire de sécurité que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé sur instruction du chef de l'État. Quelques membres du gouvernement, de même que les officiers supérieurs de l'armée et de la police, ont participé à cette réunion. Comme de tradition, depuis l'année dernière, donc de manière régulière, le Premier ministre a obtenu du commandant suprême l'autorisation de tenir ces réunions régulières pour faire le point de la situation générale du pays au plan sécuritaire. Et donc aujourd'hui, on s'est réunissé pour la première fois depuis les débuts de la nouvelle année. On a évidemment fait le tour de la question en commençant par l'attentat malheureux de Kassindi qui a conduit à la mort de près de 15 compatriotes et 60 blessés. Nous avons parlé évidemment de la situation dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans le Rutshuru, et tout ce qui s'y déroule, notamment l'activisme du M23. Mais on a pu aussi faire le tour d'horizon sur la situation sécuritaire dans le Kwamu, donc dans la partie ouest. Kwamu, Bagata, Kenge, nous avons été briefés à propos par la police. Mais on a pu aussi, le Premier ministre en tout cas, aborder la recrudescence du conflit entre Emma et Lendu à Djougou. Il y a eu une insistance qui a été faite sur la situation humanitaire et sur l'urgence d'agir. Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu ce matin à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci. La Commission électorale nationale et indépendante CENI, en acronyme, son président Denis Kadima Kazadi, s'est entretenu avec une délégation de la mission d'observation SENCO ECC, conduite par le père Clément Makouba, secrétaire exécutif de la commission Justice EP de la SENCO. Le président Denis Kadima était accompagné pour la circonstance du rapporteur Patricia Nsea. Les détails dans cet élément. Nous sommes venus rencontrer le président de la CENI et son équipe pour un échange très important parce que demain, nous allons rendre public notre déclaration à mi-parcours concernant l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 1. Et comme la tradition le veut, avant un tel exercice, il fallait avoir un échange avec la commission électorale indépendante autour de ces données. Ce qui se passe sur le terrain, ils ont eu la primaire de l'information. Nous sommes une mission d'observation électorale citoyenne. Nous n'attendons pas la fin des opérations pour interagir avec l'OGE. Nous sommes là parce qu'il fallait travailler avec la CENI, il fallait lui donner l'information et voir à quelle mesure nous pouvons ensemble travailler pour l'amélioration du processus, pour l'ère opérationnelle 1, avant qu'elle prenne fin. Comme nos pères spirituels l'ont dit à maintes reprises, nous invitons les Congolais à venir, à passer, à aller s'enrôler massivement dans les centres d'inscription. Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a levé l'option de boycotter l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs en cours. Ce parti exige le consensus à moult niveaux. La rédaction de BCTV a questionné là-dessus Lupsin Mukanza, cadre du parti Convention pour la République et la démocratie, parti cher de Christophe Nkodiamboso, qui a fait son analyse à ce sujet. Il répond au téléphone à Roger Matadi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
je pense que cette position prise par les PPRD ne reflète pas la réalité, ne reflète pas la vérité. La vérité est que le parti de ces partis-là n'est pas prêt à aller aux élections. C'est pourquoi ils ont trouvé cet alibi pour dire qu'il faut qu'il y ait encore des négociations, des conciliabules, de partage de pouvoir. Nous sommes en pleine année électorale. Quand un parti vous demande encore qu'on recommence encore les discussions, ça signifie quoi? Que nous n'ayons pas les élections en 2023. Ces processus-là, pour qu'il y ait encore un consensus, le consensus veut dire partage des responsabilités. Donc, le peuple congolais ne peut pas accorder de l'importance à cette histoire-là. Les élections vont avoir lieu avec ou sans les PPRD, et le ciel ne tombera pas sur la République démocratique du Congo. Je pense que le CESAC devait faire ce travail-là. On avait même la loi interdit qu'il y ait des campagnes précoces, mais je ne sais pas. Cette façon de faire qui a élu domicile depuis un certain temps ici, où on voit pratiquement tous les candidats, tous les potentiels candidats ou bien des personnalités pour aller se faire enrôler. Ils font la mobilisation de la population pour les accompagner. Après, je pense que ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout correct. C'est une pratique qu'il faut absolument partout. Des banderoles aux effigies des potentiels candidats, appelant les gens à s'enrôler massivement. C'est vrai, c'est la sensibilisation à l'enrôlement, mais comme vous venez de le dire, c'est en quelque sorte une campagne aussi précoce. Et que l'autorité habilitée à réguler à ce genre de dérapage fasse son travail. Mais ce qui n'est pas bon, l'enrôlement c'est un processus. Normalement, c'est ceux qui peuvent faire la sensibilisation pour appeler la population à s'enrôler. Ils peuvent le faire de la manière reconnue par la loi. C'est-à-dire que vous faites la sensibilisation à travers vos militants et tout ça. Mais ce n'est pas transformer cette sensibilisation en une campagne précoce. Donc, je pense que le CESAC ou bien les organisations de la presse, ce qui régule évidemment ces dérapages-là, doivent faire leur travail pour éviter que cette pratique-là se sacralise dans notre pays, mais qui n'est pas bon. Restons dans ce contexte des élections avec l'institution d'appui à la démocratie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, ayant pris la mesure de tout ce qui s'observe lorsque des cadres de partis politiques partent s'enrôler ou parlent des élections en vue dans les médias. Le CESAC invite, pour faire respecter la loi en la matière, les médias à ne pas relayer le message tendant à la campagne électorale. C'est à travers un communiqué signé par son président Christian Bossembe, dont une copie est parvenue à la rédaction de BCTV. Maintenant, on change de contexte avec le défi de l'Est. Vous savez qu'il existe une croyance très répandue parmi les politiques en RDC, d'après laquelle, pour avoir la paix et diriger sans anicroche, le régime au pouvoir doit accepter de partager les richesses de la RDC avec ses voisins ou les réjouir en leur donnant des faveurs dans ce sens. La réflexion de BCTV à ce sujet. Dévoilant ce qu'il avait fait pour rétablir la paix dans la région du Grand Lac, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré dans son intervention comme panéliste au Forum économique mondial de Davos, nous citons, « Nous avons 9 voisins et j'avais proposé des projets de développement qui vont faire du bien à nos populations et à nos économies. Je peux vous citer pour chacun de 9 voisins quel projet j'avais proposé pour aller vers les échanges commerciaux qui allait amener la paix et garantir la stabilité de la région ». Fin des citations. Cette déclaration de Félix Tshisekedi, alors qu'un guêpier est installé à l'est de la RDC, pose toute la problématique d'une croyance politique quasi générale en RDC sous l'influence de puissances occidentales que pour avoir la paix, la RDC doit partager ses richesses avec ses voisins ou les contenter
en leur octroyant de faveurs de ce sens. L'expérience a démontré que ce voisin veut toujours le plus et 3 parmi eux nourrissent des ambitions expansionnistes aux dépenses de la RDC, au point que si elle veut avoir la paix, elle doit leur céder des portions de son territoire sur lesquelles ses voisins jettent leur dévolu. L'Ouganda qui veut une bonne partie de l'Ituri, le Rwanda une bonne partie du Nord Kivu, le Burundi une bonne partie du Sud Kivu. Ce qui est indéniable. 2 de ce voisin, l'Ouganda et plus particulièrement le Rwanda, sont utilisés comme État gendarme par les puissances occidentales. Aucun État du monde ne partage ses richesses avec ses voisins pour les contenter en vue de la paix. Quand on les prescrit aux Congolais, c'est signe qu'on ne les respecte pas, en sorte qu'ils doivent tout faire pour se faire respecter. Les perspectives deviennent d'autant plus nébuleuses pour la RDC que ce politique, même ceux qui s'affichent comme lumumbistes ou kabylistes, sont d'avis qu'il faut contenter nos voisins de l'Est en leur octroyant des faveurs. Le mois de martyrs et héros nationaux faisant le larron, nous disons aux politiques actuels et aspirants qu'ils doivent avoir du caractère lorsqu'ils occupent des postes de grande responsabilité, car de leurs actions et croyances dépend le sort de la RDC. Si les pays gadgets de l'Afrique avaient des politiciens suffisamment ressources, matures, logiques, conséquents, nationalistes et républicains, ils bâtiraient une armée forte et dissuasive de la RDC. Ils géreraient bien le pays pour rallier derrière eux une bonne majorité de Congolais, au point que ce défi n'existerait pas contre le Congo. Les politiciens de la RDC sont-ils jamais demandé pourquoi, au lieu de conclure des contrats avec le gouvernement congolais pour exploiter les richesses qui se trouvent en RDC, les Occidentaux préfèrent conclure des contrats pour les mêmes matières avec le Rwanda? Que tous les politiciens congolais qui n'ont pas de recettes efficaces face aux défis de l'Est quittent la scène politique congolaise au sens d'aspirer pas au poste pour un avenir sans menace de la RDC. Aux acteurs politiques de la RDC d'y veiller sérieusement. En Ituri, la province de l'extrême nord-est de la RDC, la population du territoire de Mahagi est appelée à cultiver l'éducation sur la paix et à observer le calme lors des obsèques du docteur Poney, assassiné par les hommes armés. Actuellement, toutes les dispositions sont prises pour sécuriser les structures sanitaires, assurance du syndicat des médecins de l'Ituri après une audience lundi 16 janvier. Suivez. Journée ville morte. Les activités ont été à moitié paralysées au centre-ville de Bunia. Le mot d'ordre de la société civile n'a pas été respecté à 100%. Si les activités ont été timides au marché central de Bunia, à Yambiaya et dans le reste de la ville, par contre, les activités ont tourné normalement. Témoigne le marchand. Au centre-ville de Bunia, les responsables des boutiques et des banquiers déclarent n'avoir pas ouvert leurs portes par peur de pillage, mais aussi suite à la présence des militaires déployés dans des coins chauds de la ville. Pour nombreux habitants de Bunia, cette initiative de cette structure citoyenne est inopportune et décide de reprendre les activités comme d'habitude. Ville morte ile kwenye siba mama tunakatala. Kwa nini sie tuko nasomesha kwa batoto ndana ile bakidodo kule tuko afanda soko tuko nalipa universite toka ndana ile tuko nenda tena kulipa taba hôpital ndani. Nous ne sommes pas d'accord pour ça parce que nous voyons d'abord c'était terrible, nous les Tatimais nous vivons nous vivons à taux du jour ici. Alors nous ne sommes pas d'accord, nous voulons seulement la sécurité dans la ville de Bunia, même en général à Ituri. Si Tatimais ya parking ana flamme atu furaha mambo jua waja Ituri hapa. Mais ville morte ile solution haiko solution ko leta leta solution jua vite ile ishe. Kwa leo tunaishi kuvila bila kazi. Hatukufurahi kwa kitu ile. C'est dans ce cadre que le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuyanka Shumajuni, a convoqué une réunion extraordinaire du comité provincial de sécurité avec la participation de la FEC, le transporteur, ainsi que le pétrolier. Ces derniers ont encouragé les commerçants et la population à reprendre leurs activités,
car la décision de la coordination de cette structure n'engage pas tout le monde, donc place au travail, comme à l'accoutumée. Oui, ces images ont plus parlé de la journée ville morte qui avait été boudée par la population de Bounia. Guerre russo-ukrainienne, alors que Tel Aviv se préoccupe de ses relations avec Moscou, les États-Unis d'Amérique ont décidé de puiser à leur stock d'armes et munitions en Israël pour fournir des obus d'artillerie à l'Ukraine. Les détails, c'est dans ces récits. À en croire une révélation du New York Times du mardi 17 janvier 2023, relayée par France 24, pour fournir des obus d'artillerie à Kiev, les États-Unis ont décidé de puiser dans un dépôt de munitions américaines méconnu du grand public et qui se trouve en Israël. Cette décision met Tel Aviv dans une situation délicate vis-à-vis de la Russie que la diplomatie israélienne essaye de ménager. Selon des responsables israéliens et américains au New York Times, la moitié d'environ 300 000 munitions que Tel Aviv a accepté que Washington retire pour les envoyer à l'Ukraine serait déjà en cours d'expédition. Il s'agit des stocks de réserves de guerre pour allier Israël qui disposent de munitions et armements d'une valeur maximale de 4 milliards de dollars américains, note un rapport du Congrès sur l'aide américaine fournie à Israël publié en 2022. La demande a été formulée à l'occasion d'un échange téléphonique crypté entre le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, et Benny Gantz, qui était alors ministre israélien de la Défense, détaille le quotidien américain. Cet accord a donc été négocié avant le 29 décembre 2022 et le retour au pouvoir du conservateur Benjamin Netanyahou, connu pour être plus proche de Vladimir Poutine que son prédécesseur Yair Lapid. D'après New York Times, par ailleurs, l'Ukraine dépend presque à 100% des munitions d'artillerie de l'Occident pour continuer à tenir tête à la Russie. Et il se trouve que l'Ukraine utilise près de 90 000 obus par mois, soit près de 2 fois ce que les États-Unis et leurs alliés européens peuvent produire mensuellement d'après les autorités américaines interrogées par le New York Times. Il faut donc puiser dans les stocks. Washington ne veut pas trop puiser dans ses réserves nationales et préfère dégarnir ses dépôts à l'étranger, dont les 2 principaux sont en Israël et en Corée du Sud. Si du reste Séoul a accepté sans broncher à se fier à France 24, Tel Aviv pour sa part ne veut surtout pas fâcher Moscou, surtout pour les dossiers syriens et les agissements de l'Iran. Selon l'expert Omri Briner, ces transferts de munitions vers le front ukrainien depuis Israël ne devraient cependant pas trop nuire aux relations israélo-russes, car Tel Aviv pourra toujours dire qu'il s'agit de munitions américaines transportées par les Américains. La page de sport, c'est avec sa discipline reine, le football, CHAN Algérie 2022. La RDC a été de nouveau accrochée par la Côte d'Ivoire en cette phase de poule de la 7e édition de cette compétition, mercredi 18 janvier au stade du 19 mai 1956 d'Annaba en terre algérienne. Un score qui oblige la RDC à gagner à tout prix son dernier match face au Sénégal, c'est dimanche 21 janvier. Images et commentaires. African Nations Championship here, and we're coming to you. Un match de la 2e journée du groupe B pour les comptes de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN en sigle Algérie 2022 débuté mercredi 18 janvier 2023 au stade de 19 mai 1956 d'Annaba en Algérie. Les Léopards A' de la République démocratique du Congo ont loupé leur 2e sortie face aux éléphants de la Côte d'Ivoire sur un île vierge. Les 2 équipes ont produit des spectacles de passes imprécises et se sont créées des occasions qu'elles n'ont pas su concrétiser en première comme en 2e mi-temps. La Côte d'Ivoire a terminé la rencontre en infériorité numérique après l'expulsion de Mohamed Zoukrana pour accumulation de cartons jaunes à la 87e minute de jeu. Fait marquant et l'historique au terme de ces duels. Jonathan Ikanga Lombo a été élu l'homme du match après l'avoir été lors du précédent match contre l'Ouganda, faisant que pour la première fois dans l'histoire du CHAN, un joueur soit ainsi couronné de matchs de suite. The final whistle come through here. Congo GR new and Côte d'Ivoire new.
Avec cette nouvelle du sport, notre journal touche à sa fin. Mais avant que nous y soyons, le rappel des titres. Le gouvernement de la RDC a pris acte du refus du M23 d'exécuter les recommandations du plan de paix établi par le mini-sommet de Luanda du 23 novembre dans le cadre du processus de Nairobi et de Luanda. À travers un communiqué signé par son président Christian Bossembe, le CESAC invite les médias à ne pas relayer le message tendant à la campagne électorale précoce. Tout est bien qui finit bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fin de ce journal et merci pour l'avoir suivi et pour votre fidélité au programme de BC TV. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.